Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ah, voilà. Et donc, durant 80% du temps et des coûts sont affectés durant cette phase d'exploitation-maintenance. Et donc, toutes les informations que l'on va collecter, que l'on va apprendre ou que l'on va suivre, que l'on va maintenir durant ce cycle de vie, cette phase du cycle de vie, évidemment, sont extrêmement importantes et nécessaires, puisqu'il s'en passe des choses sur un bâtiment qui va exister sur plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, j'ai essayé de rappeler ce qui était pour moi, en tout cas, la vision que j'ai des GMAO aujourd'hui en 2020. Alors, en 2022, mais jusqu'en 2020, on pouvait dire que finalement, la GMAO, elle a trouvé sa place au niveau de nos hôpitaux, de nos centres hospitaliers, de nos centres psychiatriques, différentes structures hospitalières intègrent aujourd'hui des outils de gestion de la maintenance, des outils d'actifs. Et ce qui a fait, et on est plutôt d'ailleurs sur un marché de renouvellement qu'un marché de primo-accédant. Et grâce aussi à la dimension j'ai acheté, eh bien, les plus petites structures bénéficient aussi, commencent à bénéficier de l'intérêt du rapprochement avec les plus grosses pour aussi bénéficier des outils équivalents. Et ce qui a évolué durant ces dernières années, puisque maintenant je vous disais qu'on était plutôt sur un marché de renouvellement, donc avec vraiment une maturité, c'est le fait que cette GMAO, elle était initialement plutôt centrée sur les acteurs des services techniques, de la direction technique, et puis elle s'est ouverte à de plus en plus d'outils. Donc elle s'est ouverte d'un côté aux autres systèmes du SIH, que ce soit les achats, que ce soit les budgets avec les notions d'UF et parfois de l'intégration des convergences ou d'autres outils qui permettent d'importer la structure UF, hein, parfois avec les outils de RH pour récupérer les techniciens et leur disponibilité. Ça, c'est vraiment plutôt les interfaces processus que l'on peut retrouver. Puis, on a une dimension aussi graphique et cartographique, hein, donc avec des intégrations autour de plans, mais aussi et de plus en plus autour de maquettes numériques. On a eu l'occasion, notamment sur IHF aussi, de partager nos travaux avec les Hospices civils de Lyon, mais aussi avec d'autres. Et on voit aujourd'hui combien les maquettes prennent une place de plus en plus importante dans les demandes qui nous sont formulées au travers de la connectivité avec les outils de gestion de la maintenance. Donc ça, c'est des choses qui sont pour moi aujourd'hui existantes et qui sont en train d'être mises en œuvre ou qui sont en train de se déployer, mais qui commencent déjà à l'être pour certains et qui vont venir pour d'autres. Et puis, il y a un dernier volet sur la dimension plus temps réel, avec le lien avec les outils de GTB, GTC, les outils de supervision pour collecter un certain nombre de mesures et d'alarmes. Donc, de plus en plus, l'outil de gestion de maintenance, finalement, ce n'est pas uniquement l'outil isolé, uniquement utilisé par les services techniques. C'est un outil qui commence à être partagé et surtout qui se synchronise avec un ensemble d'autres données graphiques, temps réel ou simplement d'autres données de gestion qui proviennent d'autres référentiels. Il y a encore beaucoup à faire, hein. On peut pas, on trouve pas partout un schéma complet comme celui-ci, mais c'est quelque chose qui commence avec certaines briques d'un côté, puis pour un autre hôpital, ce sera d'autres briques, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui a une certaine maturité, en tout cas en termes d'intégration, et qui commence à être déployé. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, aujourd'hui, on peut dire dans les années 2020, aujourd'hui, une GMAO, c'est une GMAO qui est connectée avec de la mobilité. De plus en plus, pour les acteurs pôles de soins, avec des outils pour émettre des signalements, ou à travers l'application en web. Ça peut être aussi pour les techniciens de maintenance avec des applications mobiles ou pour les prestataires qui doivent réaliser de plus en plus de comptes rendus directement intégrés dans les outils de gestion, dans vos outils, pour bénéficier de la vision de ce qui se passe sur votre patrimoine. Donc, ça, c'est le deuxième facteur, mais aujourd'hui, ce sont des phénomènes qui sont enclenchés, plus ou moins déployés en fonction des structures, mais c'est quelque chose qui est existant, en tout cas
dans ce que l'on peut proposer comme solution et que l'on voit en tout cas se déployer à travers les demandes de nos différents clients hospitaliers. Pour moi, c'est quelque chose qui a une maturité et qui demande à continuer, mais quelque chose qui existe. L'intérêt de cette présentation, c'est d'aller un peu plus loin sur les choses qui sont pas encore, qui commencent, on en entend parler, d'autres technologies. Et je voulais partager avec vous ce moment avec nos visions sur deux technologies. Ici, vous avez sur ce schéma synthétique ce qu'on a appelé depuis 5 ans, on a bâti ce qu'on a un concept de plateforme numérique des équipements avec une approche, pour le mot à la mode, digital twin, jumeaux numériques, qui consiste finalement à donner une vision digitale du patrimoine, avec différents axes. Évidemment, l'axe gestion, le lien avec le SI, c'est les deux parties du bas, on en a parlé. Évidemment, avec sa vision cartographique, que ce soit à travers des modèles 2D, à travers des modèles BIM, que ce soit en temps réel avec les GTC ou avec la mobilité sur le terrain. On se rend compte qu'il y a de nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui d'approcher notamment le temps réel d'une manière complémentaire. Pour ça, je vais aborder l'aspect IoT et IA. Et évidemment, l'ensemble de ces technologies font qu'elles ont de valeur, elles auront une forte valeur, pardon, si on est en capacité de les amener sur le terrain auprès de vos utilisateurs terrain, vos techniciens, qui pourront bénéficier de l'ensemble de ces technologies. Et là, on réfléchit également à une autre façon d'apporter l'information sur le terrain, de l'information temps réel, de l'information 3D. Comment on fait pour les amener auprès du technicien qui doit opérer sur le terrain? Eh bien, on réfléchit avec de nouvelles technologies comme la réalité augmentée, notamment les casques de réalité augmentée. C'est ces deux sujets que je me propose de développer un peu avec vous aujourd'hui et sur lesquels je me propose d'échanger à la fin. Alors, le premier sujet concerne les objets connectés et l'intelligence artificielle. Depuis maintenant 3 ans, nous avons mis au point, en complément de notre outil de gestion de maintenance, une plateforme dédiée aux objets connectés dans une approche maintenance. Et pour reprendre un petit peu le fil de tout à l'heure, on venait de plus en plus dans une approche plateforme. Alors, c'est un mot un peu à la mode aussi, mais il a quand même un sens. C'est-à-dire, quand on parle de plateforme, finalement, on est sur quelque chose qui est plus un assemblage d'outils qui ne sont pas forcément tous stockés au même endroit, mais qui vont apporter des services complémentaires. Un service graphique d'affichage, un service d'optimisation de tournée, un service où on va venir greffer de la technologie, mais on ne va pas chercher forcément à tout installer avec des serveurs, tout on-premise. On va pouvoir chercher sur une approche plateforme où on va pouvoir soit collaborer avec d'autres outils si notre client choisit une GMAO chez nous et une plateforme d'IoT ailleurs. On va garantir cette modularité, mais on est en capacité d'être sur une approche plateforme, c'est-à-dire un ensemble de services qui vont répondre aux objectifs de demain. Les objectifs de demain, c'est gestion, graphique, cartographie et temps réel. C'est ce qui forme ce jumeau numérique. Et donc, soit on pourra proposer la totalité des briques, par exemple, soit évidemment, nous, on a réfléchi à une certaine modularité parce que nos clients pourront faire choix de plateforme pour visualiser de la 3D, mais ils vont vouloir l'interconnecter avec la GMAO, ou ils vont pouvoir faire choix d'une autre plateforme d'IoT. Toutefois, on est convaincu que cette approche plateforme, c'est l'approche de demain. Et évidemment, nous, on a aussi cherché à pouvoir proposer des outils sur toute la chaîne. C'est le cas, par exemple, de BL Predict que vous voyez ici. On va aller un peu plus dans le détail sur cette plateforme IoT dédiée à la maintenance. Alors, comment ça marche finalement, cette plateforme? Elle est en cloud, elle est en SaaS, cette plateforme, elle n'est plus on-premise. Elle va consister à collecter des données des supervisions, s'il y en a déjà. On peut connecter des supervisions des GTC directement à la plateforme, mais elle va surtout permettre de connecter des objets connectés. C'est-à-dire, on va chercher de plus en plus, pour comprendre des systèmes, à venir ajouter
des outils, des nouvelles mesures, et on ne va pas pouvoir avoir les moyens toujours de câbler des supervisions. Donc, on va venir ajouter ces objets connectés qui sont de plus en plus disponibles dans les équipements que vous achetez, qui sont de plus en plus communicants. On va venir les interconnecter avec cette plateforme qui va récupérer un certain nombre de mesures et elle va les stocker à des pas qu'on décidera, qui sont nécessaires. Donc, il y a deux aspects. Un aspect connectivité, la plateforme, être suffisamment interopérable pour échanger des données avec des objets connectés. Deux, stocker ces données avec des gros volumes et des grosses fréquences. Ensuite, on a un volet analyse, capable de présenter ces informations à un utilisateur pour pouvoir prendre des décisions, et un aspect, évidemment, tableau de bord de compréhension. Et tout ça, l'intérêt, vous allez le voir, de pouvoir aussi en bénéficier au quotidien dans l'outil de GMAO. Et enfin, le dernier volet qui a, pour moi, le plus fort intérêt en notion de maintenance, c'est de pouvoir transformer ces données et les adresser à la GMAO et créer des règles ou d'apprendre et venir greffer des moteurs d'IA qui vont apprendre et qui vont essayer de mieux comprendre certains morceaux ou certaines parties du système qui sont complexes et sur lesquels on a besoin d'une analyse différente, une approche différente. Je vous l'exposerai à travers un cas d'usage que nous avons mis en place. Alors, pour faire le lien avec la GMAO, je l'illustre ici avec CarSource. L'intérêt, il est multiple. C'est pouvoir faire de l'hypervision d'équipement, donc pouvoir visualiser ici, par exemple, vous avez l'arborescence du parc que l'on devine sur la partie gauche avec le découpage, sites, bâtiments, étages locaux, équipements techniques. Et depuis longtemps, dans l'application de GMAO, on a créé une vision de différentes structures. C'est-à-dire qu'on peut voir un équipement dans différentes structures, donc dans sa localisation, puis on peut voir une dimension graphique où il est. On peut éventuellement appeler une visualisation BIM, on peut appeler une visualisation plan, et puis on peut vouloir voir cet équipement dans sa nomenclature, on peut vouloir voir cet équipement dans une vision low technique, mais on peut aussi vouloir visualiser cet équipement à travers une vision hyperviseur de données. Et donc, ce que l'on permet de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ce type de choses, c'est-à-dire appeler notre outil BL Predict, comme on pourrait appeler d'autres outils d'ailleurs, et afficher la vision de cet équipement dans un contexte d'hypervision. Ça, c'est le premier élément. Ça permet, indépendamment de BL Predict, directement dans notre application de GMAO, d'avoir un certain nombre d'informations qui permettront de pouvoir prendre des décisions, comprendre ce qui se passe. Deuxième élément, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est d'interconnecter ces mesures avec ce que l'on appelle des points de mesure dans l'application pour capter et conserver certaines valeurs à des pas qui sont différents, qui sont des pas de gestion, qui sont des pas, au lieu d'avoir une information toutes les secondes, toutes les 10 secondes, on va avoir une information toutes les minutes, toutes les heures, parce que c'est un pas qui correspond à la dimension de gestion. Pour faire quoi? Un, pour pouvoir voir éventuellement ce type de mesures et déclencher des demandes d'intervention. Deux, on va pouvoir aussi directement à partir des mesures faites par la plateforme déclencher des alarmes ou des mesures complémentaires. Ce qui est souvent peu le cas dans les systèmes de GMAO, qui sont assez rigides, c'est combiner plusieurs mesures, faire du calcul. Eh bien, les plateformes telles que BL Predict, elles permettent d'agréger plusieurs indicateurs, de faire du croisement d'indicateurs, de croisement de mesures, du croisement de tendances, et donc de créer de nouvelles mesures et de pouvoir bâtir sur ces mesures du déclenchement d'alarme ou du déclenchement sur seuil qui pourront être configurés du côté de la GMAO. C'est ce qu'on appelle la maintenance conditionnelle. Donc, basiquement, la plateforme, elle permettra de collecter des informations d'IoT, de pouvoir créer d'autres indicateurs de mesure et de les synchroniser avec CarSource pour déclencher des opérations de maintenance conditionnelle, comme on pouvait déjà le faire avec des supervisions. Ça, c'est le premier niveau d'intégration. Le deuxième niveau, c'est d'aller un cran plus loin, et c'est à travers les mesures, lorsqu'on aura besoin de comprendre des systèmes complexes, et donc de détecter des signaux faibles, c'est-à-dire plus simplement regarder une température qui excède un seuil, mais un croisement de facteurs qui commence à faire penser que l'équipement est en dérive et permettre d'adresser un acte technique à réaliser ou un acte de contrôle ou un acte de réglage. De plus en plus, on peut aussi tomber sur des actes de réglage. Je vous donnerai également un exemple tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle la maintenance préventive assistée par intelligence artificielle. Lorsqu'on le souhaite, on peut coupler ce moteur avec un contexte particulier pour pouvoir déterminer
des actions à mener. Donc, cette intégration, elle est à plusieurs niveaux, vous le comprenez, et elle va permettre de mieux comprendre son système directement à travers l'outil de gestion. Et donc, on a proposé, ou on propose aujourd'hui, plusieurs approches. Une approche simple que j'expliquais tout à l'heure, qui permet, depuis la pose de capteurs, nous avons des partenaires, c'est une chaîne complète, hein, cette approche IoT, c'est à la fois des capteurs terrain, c'est à la fois des protocoles réseau, c'est ensuite une plateforme qui va communiquer et qui va ensuite traduire ces données, comme je viens de vous l'expliquer, les associer, les compiler, pour ensuite adresser des outils de gestion. Donc ça, c'est la première partie, c'est simplement mettre en place cette chaîne, relever des mesures, soit de vos supervisions, soit d'objets connectés complémentaires qui viennent adresser de l'information supplémentaire. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est le premier niveau, collecte d'informations, affichage pour prise de décision côté back-office ou pour déclenchement de maintenance conditionnelle. Le deuxième level, le deuxième niveau, qu'on appelle Bell Predict Facility, c'est d'aller un peu plus loin. De plus en plus, on va chercher, alors que nous sommes éditeurs de gestion de maintenance, nous ne sommes pas des purs acteurs techniques de la maintenance, mais par contre, on est des acteurs du logiciel. Et donc, nous avons de plus en plus étoffé notre offre. Nous avons notre offre de développeurs internes. Nous n'avons pas que des développeurs qui codent du logiciel, nous avons aussi des développeurs qui traduisent des algorithmes sophistiqués, qui font de la recherche. Et par exemple, nous avons mis au point des premiers algorithmes autour des CTA, parce qu'on sait que c'est un équipement qu'on retrouve dans la plupart des hôpitaux, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. C'est un équipement énergivore, c'est un équipement qui impacte le confort des utilisateurs. Donc, c'est un équipement qui est souvent maintenu, géré, suivi, qui apporte une attention particulière. Et donc, on a cherché à travailler avec des fournisseurs d'IoT pour permettre finalement, au lieu d'avoir une gestion généralisée, dire bah, tiens, tous les un an, il faut changer le filtre de l'équipement, eh bien, pouvoir avoir des objets connectés qui mesurent chaque équipement individuellement et qui adaptent l'algorithme de calcul pour déterminer quand il faut changer les filtres au meilleur moment, sans obliger d'avoir atteint certains seuils. Et donc, on va pouvoir adapter le modèle technique, et là, on injecte de l'intelligence artificielle qu'on déporte sur le capteur. On ne fait même pas de la collecte et on calcule en centrale, on fait ce qu'on appelle du edge, c'est-à-dire qu'avec notre partenaire qui propose ces capteurs, on vient lui envoyer des algorithmes qu'on apprend et qu'on améliore, qu'on continue à améliorer, qui permettent de donner des informations et d'optimiser l'usage de l'équipement dans une optique d'économie d'énergie et de confort utilisateur. Et de plus en plus, on va chercher, par typologie d'équipement, à essayer d'adresser, quand c'est possible, une approche plutôt verticalisée. Enfin, on a une dernière approche autour de cette approche IoT IA qui consiste à approcher la partie intelligence artificielle, mais d'une manière ciblée, c'est-à-dire on ne peut pas faire des algorithmes d'IA qui sont génériques, qui marchent pour tout un système. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va chercher à résoudre une problématique. Je vais prendre un exemple qui est dans un autre secteur d'activité. Nous avions un client qui s'appelle Alstef qui gère des bandes transporteuses de bagages sur les aéroports. Ils ont une supervision, ils avaient de la GMAO, mais ils voulaient améliorer la détection des pannes, des défaillances sur des transporteurs, parce qu'évidemment, si un bagage reste si une bande transporteuse s'arrête, et bien évidemment, c'est toute la chaîne d'alimentation des bagages et toute la chaîne de décollage des avions qui est impactée. Donc, il y a des enjeux extrêmement forts. Il faut beaucoup de maintenance préventive qui coûte très cher. Et donc, cherchent à améliorer la connaissance de leurs équipements. Et c'est ce type d'approche qui a été menée pour mieux comprendre certains systèmes. Mais c'est sur un système très précis. On a la même chose pour un autre projet sur une collectivité. Là, c'est plutôt orienté sur l'amélioration de certains systèmes pour économiser l'énergie, voilà, etc. Donc, on va adresser une problématique sur un système ou sur un équipement très particulier. Et là, dans ce cas-là, Carl n'a pas simplement dans ses équipes des développeurs ou des consultants. Aujourd'hui, il a une équipe de data scientists et on fait aussi du conseil. On accompagne nos clients dans l'analyse des données, le choix des données à collecter pour essayer d'atteindre et de résoudre une problématique
en utilisant l'intelligence artificielle et plus simplement en faisant de l'analyse conditionnelle. Donc ça, ce sont des choses concrètes, hein, ça fait plus de 3 ans que ces outils-là existent et qu'on commence à les déployer, qu'ils commencent à trouver un public. Tout l'intérêt, en fait, c'est entre la maintenance corrective et la maintenance préventive ou la maintenance conditionnelle, c'est de trouver un optimum qui permet de mieux comprendre le système pour détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, en fait, qui ne sont pas détectables ou qui sont pas, dont la règle ne peut pas être généralisée, et surtout qui vont dépendre du contexte de l'équipement. Un équipement qui est positionné, je ne sais pas, au sous-sol, avec de l'humidité, ne va pas se comporter peut-être de la même manière que le même équipement dans un autre contexte, à l'extérieur, au soleil. Et donc, c'est d'aller vers l'individualisation de la compréhension de l'équipement et pas vers la globalisation de la typologie d'équipement, pour des enjeux de coût et de performance. Ici, vous avez un ensemble de protocoles que nos plateformes sont en capacité de collecter. C'est la plupart des protocoles aujourd'hui utilisés par les objets connectés. Et ça, c'est simplement pour expliquer qu'on n'est pas élitiste et que si on a d'autres plateformes IoT qui sont utilisées, ici on a quelques-unes qui sont des plateformes nord-américaines, eh bien, on est aussi en capacité d'interopérer avec ces plateformes. La différence, c'est qu'ensuite, nous, on est prêt pour aller traduire ces informations-là, les adresser dans la GMAO, lire la GMAO, consulter le feedback, le retour d'utilisation de cette information par les acteurs de terrain. Donc, c'est cette chaîne-là qui en fait la particularité, en tout cas pour nous, puisqu'on n'a pas pour vocation à adresser le grand public ou des contextes industriels de production, mais reste un acteur de la maintenance. Comme je vous le disais, on a un certain nombre d'acteurs. On ne peut pas proposer une approche plateforme IoT IA si on n'a pas un certain nombre de partenaires, donc partenaires que l'on vient compléter au fur et à mesure de nos besoins et de la typologie des objets connectés que l'on souhaite implémenter. Donc ici, aujourd'hui, on a comme partenaire Adonis, mais on a aussi WattSense qui permet, avec des box, de faciliter l'intégration de certains protocoles très, très industriels pour remonter de l'information. Donc, c'est deux partenaires très, très importants pour nous et qui nous permettent d'approcher un projet dans sa globalité et pas uniquement d'un point de vue logiciel. Bon, là, j'en ai déjà un petit peu parlé. L'exemple d'une solution intégrée avec nos partenaires dans le cadre d'algorithmes et d'offres verticalisées sur des outils de climatisation. Alors, je regarde le timing. Je propose de donner rapidement un exemple autour d'un contexte qui a été le nôtre autour du bâtiment cadre. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu d'expérience autour de l'hôpital, mais nous sommes complètement ouverts, en tout cas parmi nos clients ou nos futurs clients, à mettre en place ce type d'approche dans des contextes hospitaliers. Nous avons, dans le contexte du Facility, plusieurs expériences, notamment avec des villes, mais je vais présenter celui-ci parce qu'il peut se rapprocher de problématiques que vous pouvez rencontrer. Alors ici, notre problématique, c'était il y a 3 ans en arrière, il y a 5 ans, on a fait construire notre nouveau bâtiment et on a un data center au sous-sol avec un système de free cooling qui permet de rafraîchir l'air de la salle serveur en puisant dans le volume disponible d'air disponible dans le bâtiment ou à l'extérieur. Donc, on a tout un système qui permet de régulation, qui permet normalement d'éviter de climatiser la salle serveur et donc d'économiser de l'énergie. Et donc, pendant quelques mois après la mise en service, on s'est rendu compte que notre système de free cooling ne fonctionnait pas bien. Alors, on a fait appel aux experts, on a une chaudière connectée, on a une supervision, donc on est équipé aujourd'hui, et donc on n'arrivait toujours pas à comprendre qu'est-ce qui faisait que nos systèmes se déclenchaient trop souvent, et en plus, ils avaient tendance à endommager le système de climatisation de la salle serveur. Donc, on a décidé, parce qu'on a trouvé aussi un intérêt, de mettre en place un apprentissage, une collecte de données, un apprentissage. Et sur 2 ans, 1 an et demi, on a acquis un certain nombre de données
Vous voyez, on avait environ 65 capteurs. On a sélectionné un certain nombre de capteurs utiles sur les 800 qu'on avait à disposition. Donc, il y a une première phase de, de sélection des bons indicateurs, des bonnes mesures qui sont utiles. Et on en a rajouté d'autres, puisqu'on s'est aperçu que pour comprendre le système, il nous manquait certains types d'informations. Donc, on a rajouté certains IoT, notamment dans le bâtiment, à certains endroits clés, pour comprendre pourquoi les flux d'air ne se passaient pas en tout cas comme les concepteurs l'imaginaient. Et donc, on a commencé à collecter énormément de mesures. Donc, on n'était plus dans un système de gestion. Vous voyez, avec quelques métriques, on était à peu près à 160 000 mesures par heure. Donc, on était sur des fréquences très, très hautes. Grâce à cette partie intégration, on a commencé à pouvoir voir deux choses. On a commencé à avoir deux éléments. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était capable, ici vous avez un graphique qui nous permet, avec la courbe blanche, de voir ce que le système imagine comme température dans les 2 heures à venir. Et la courbe rouge, c'est les températures réelles, sachant que le pas, le carreau, c'est à peu près c'est 0,2 degrés. Donc, sur certains moments, on est quasiment à 5% de marge d'erreur, donc on est capable d'anticiper la température qu'il va faire dans la salle serveur. Ça, c'est un premier élément qui est intéressant parce que ça nous permet d'anticiper qu'on est en train de vraiment de monter, de pas attendre qu'on ait excédé une température, mais de savoir qu'on va peut-être y arriver très rapidement et très prochainement. C'est le premier élément. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on ne pensait pas avoir des résultats aussi probants. Deuxième élément, ça ne vous parlera pas, mais par contre, à des data scientists et à des gens qui travaillent sur le sujet, ça leur a parlé. On a trouvé différents modes de fonctionnement et donc, on a compris que nous, on croyait qu'il y avait 3 modes de fonctionnement globalement avec un système. Et en fait, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a d'autres paramètres qu'on n'avait pas pris en considération. Et le fait d'analyser les données, de corréler les données avec des data science, en confrontant ça à des gens techniques, eh bien, nous ont permis de comprendre que finalement, il y avait plus de périodes de fonctionnement que ce qu'on imaginait. Et grâce à cela, on a pu déterminer les actions à mener en fonction du mode. Et ça, c'était un but de l'apprentissage. Et à partir de là, on a commencé à le coupler avec la GMAO, ce qui fait qu'automatiquement, en fonction du mode, on envoie des ordres de travaux dans la GMAO Carl avec des éléments de réglage. Là, par exemple, ce n'est pas forcément de remplacer des équipements, ça peut être, on va être dans des choses beaucoup plus fines. Ici, on a créé automatiquement de l'intervention avec des opérations en disant qu'il faut régler tel paramètre de la supervision pour pouvoir, parce qu'on a constaté des instabilités. Et donc, on communique, le système nous communique des réglages à faire en fonction de ces différents états. Et concrètement, depuis qu'on a mis en place cette nouvelle approche de visibilité, on a réduit drastiquement la consommation de climatisation. On utilise beaucoup plus le free cooling, donc on a gagné en consommation énergétique. On a appris aussi sur le système, puisque maintenant on comprend mieux les modes de fonctionnement de ce système et d'usure des équipements. Et on est en capacité d'appliquer des recommandations automatiques de la GTB aux acteurs de terrain. Et grâce à cela également, on a pu mieux comprendre nos équipements et on peut, alors là, nous, on ne fabrique pas des outils de ce type de système, mais on a pu partager avec les fabricants ce type d'approche. Alors, voilà, je voulais vous partager un exemple autour de l'IoT et de l'IA avec un exemple pratique que nous avons mené. Je voulais passer sur la deuxième partie, sur la partie réalité augmentée. Alors, c'est un sujet qui n'a absolument rien à voir de prime abord, mais vous allez voir qu'on va pouvoir retrouver un intérêt et une interconnexion avec ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant. Alors, l'IA, l'objectif de la réalité augmentée, c'est d'aller vers ce qu'on appelle, nous, la maintenance augmentée, c'est-à-dire appliquer une technique, une technologie à l'activité de la maintenance. L'idée, c'est plus ou moins ce qu'on peut voir sur cette image, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir, dans son contexte de travail, avoir plus d'informations, c'est-à-dire visualiser ce qu'il doit faire, l'aider, l'assister, l'accompagner. C'est aussi commencer à essayer de lui apporter d'autres typologies d'informations, les documentations évidemment, la gamme à exécuter, c'est une gamme complexe,
mais aussi peut-être demain des informations en temps réel, comme les interventions IoT, ou des maquettes 3D. Et on a conscience que l'espace visuel de l'utilisateur reste quand même limité, que sur une tablette ou sur une smartphone ou une tablette, évidemment, on a un espace d'usage limité. En plus, on doit la tenir. Et donc, on trouve intéressant de se dire la quantité d'informations et la complexité de ces informations, la taille de ces informations fait qu'elles sont difficilement conciliables avec un smartphone, par exemple. Donc, la réalité augmentée peut trouver un intérêt, peut être une solution, notamment à travers des casques de réalité augmentée, mais aussi, on peut trouver aussi d'autres intérêts à travers la vision partagée avec un expert qui va pouvoir augmenter la vision en ajoutant des éléments pour le guider, pour l'assister. Ça, c'est le dernier pilier qui est la téléassistance. Donc, parmi les cas d'usage que l'on a commencé à entrevoir, c'est l'assistance auprès d'opérations complexes. Hein. La réalité augmentée, là, elle est là où elle est le plus utilisée aujourd'hui de manière opérationnelle industrielle, c'est dans l'aéronautique. Parce qu'il y a des opérations complexes, on ne cherche pas le rendement, mais par contre, on cherche à ne pas se tromper, on a des équipements complexes, et donc c'est là où elle a trouvé tout son sens. En plus, évidemment, dans l'aéronautique, ils fabriquent à la fois les moteurs et donc ils ont aussi un tas d'informations qu'ils ont déjà en 3D dans la partie CAO qu'ils peuvent mettre à disposition pour les acteurs de terrain. L'autre élément, c'est de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'éléments en temps réel sans être obligé de tenir quelque chose. En même temps qu'on réalise un acte technique, on peut voir ces documentations, on peut être aiguillé sur l'acte technique à réaliser. Autre volet qui peut être une approche autour de la maintenance augmentée, c'est la formation virtuelle, la préparation pour visualiser des lieux ou des emplacements qui ne sont pas accessibles parce qu'on ne peut pas y accéder, parce qu'on est à distance, parce qu'on pourra le faire que plus tard. Et donc, ça permet d'avoir une sorte de formation d'entraînement, notamment lorsqu'on dispose des modèles 3D. Autre cas, c'est l'assistance en cas d'astreinte, des gens qui sont isolés, qui ne sont pas des experts de la technique, qu'ils doivent réaliser, mais pour autant, ils doivent dépanner en toute sécurité, y compris pour eux. Et donc, c'est comment on peut leur apporter une assistance, voire aller plus loin. Demain, on l'a vu avec l'effet Covid, appeler un fabricant, tout le monde ne peut plus se déplacer. Ben, comment on fait pour faire intervenir un expert un expert en interne, hein, un expert technique, mais aussi ça pourrait être un expert directement chez le fabricant qui prend un peu la main, un peu comme on peut l'imaginer aujourd'hui quand on a un problème sur son PC et qu'on veut se faire aider en téléassistance par quelqu'un à distance, mais là, en partageant une vision commune et en se faisant guider par quelqu'un à distance. Enfin, d'autres usages, d'autres cas d'usage, c'est la visualisation des réseaux. Donc là, on fait le lien, le pan avec plutôt la partie 3D. Comment je peux bénéficier de ma maquette, la manipuler de manière assez simple pour m'aider à voir ce qui se passe derrière le mur ou ce qui se passe au plafond, où est-ce que passent mes réseaux. Donc ça peut être quelque chose d'assez utile lorsqu'on est sur le terrain et qu'on ne peut pas embarquer toutes ces informations-là autrement et qu'on ne peut pas les partager autrement. Pour accéder à de la réalité augmentée sur le terrain, ça nécessite souvent d'être bien préparé. Pour être efficace sur le terrain, la réalité augmentée, soit elle est dynamique, comme la téléassistance, on partage un flux vidéo en temps réel et on vient l'augmenter avec des objets, soit elle est préparée dans une gamme qu'on a pré-préparée. Donc ici, on a un exemple de collection d'outils, c'est-à-dire dans CarSource, on va retrouver dans les GMO, on va retrouver sa gamme. On va l'augmenter dans un premier niveau en lui mettant des pièces jointes, en décrivant des étapes de manière plus précise, en allant découpant, segmentant, plutôt que d'envoyer un document Word avec l'ensemble de la procédure qu'on va devoir imprimer ou qui va faire 15 pages. Là, l'idée, c'est bien de la segmenter en petits morceaux et d'envoyer tout ça sur le smartphone. Le smartphone servant de télécommande, si je puis dire. Soit c'est simple et l'utilisateur peut le faire en même temps et donc il l'acquitte ou il réalise ses opérations directement depuis le smartphone. Soit à un moment donné, il veut être dans un contexte plus assisté, plus expert, et donc il peut choisir à quel moment il peut chausser, si je puis dire, son casque de réalité augmentée pour réaliser son intervention en temps réel et les mains libres. C'est ce que je vais vous montrer. On a fait quelques essais aujourd'hui, on a fait quelques essais aussi dans le domaine hospitalier, mais pour l'instant, on est vraiment dans de l'apprentissage. C'est quelque chose qui est où on cherche vraiment
à déterminer les cas d'usage les plus utiles sur le terrain et on cherche aussi à déterminer le ROI, le retour sur investissement de ce type de technologie. Ici, on a donc nos smartphones qui va adresser la gamme augmentée sur le casque, on met le casque et on continue, on commence sa gamme d'intervention augmentée. On va avoir donc des fenêtres virtuelles, vous allez voir, j'ai quelques courtes vidéos pour étayer, où on va retrouver l'ensemble des opérations et l'ensemble des documents. Tout l'intérêt, c'est de le scénariser et de le rendre interactif concrètement. Alors, c'est assez compliqué de mesurer ce que c'est que la réalité augmentée quand on n'a pas un casque sur la tête, mais on peut l'enregistrer et ça peut donner au moins une première idée de ce que ça peut être vis-à-vis de nos utilisateurs. Alors ici, vous avez une courte vidéo que je vais dérouler. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'acteur, le technicien, il voit l'ensemble des médias. Il voit l'ensemble des médias. Voilà. Il voit l'ensemble des médias d'un côté, il voit l'ensemble des opérations de l'autre. Donc là, hop, il peut visualiser ces documents. Donc là, l'intérêt, basiquement, c'est juste de retrouver, d'avoir positionné dans son espace de travail l'activité qu'il a réalisée. Il peut aussi voir des sous-étapes pour chaque élément et il a ses documentations. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de tenir quoi que ce soit. Vous voyez, on voit la main qui est détectée par le casque et qui fait office de clic. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est vraiment de pouvoir ensuite se faire guider. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner de manière opérationnelle. C'est-à-dire là, on a simplement transféré sur des interfaces intangibles devant l'utilisateur ces informations-là, et donc il peut y accéder, regarder des vidéos. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est d'aller plus loin et d'ancrer la gamme dans la réalité. Donc là, par exemple, je dois réaliser cette opération. Et vous voyez, en fait, il vient de me positionner des objets, il vient de me positionner les médias au bon endroit pour pas que je sois gêné. Et il vient me dire, bah voilà, il faut que je coupe l'alimentation. Donc j'ai un descriptif. Il suffit que j'approche ma main devant le casque pour comprendre l'opération que je dois réaliser. Et puis, bah, j'ai des documents qui sont à ma disposition. Je peux avoir des vidéos, des photos, mais aussi, vous voyez, je peux avoir des objets virtuels qui n'existent pas, qui me montrent où je dois réaliser ces opérations. Je peux, en temps réel, acquitter l'opération et on voit que mon opération a été automatiquement acquittée et sur le smartphone, elle est automatiquement réalisée. Et puis, je peux passer à l'étape d'après, par exemple, à la deuxième étape, qui est l'opération 20. On voit que les objets virtuels disparaissent, mais on en voit d'autres apparaître là où ils doivent apparaître. Ici, on a des tournevis, par exemple, qui peuvent montrer où on doit dévisser le carter. On va retrouver la doc PDF technique à la bonne page. On va pouvoir surligner aussi des éléments dans le PDF pour attirer l'attention. L'idée, c'est que la personne ait le moins de manipulation possible. Et en fait, aussi, on va pouvoir commencer à greffer des informations dynamiques. Ici, en bas, on peut voir que l'équipement est alimenté. Donc ça peut servir à plusieurs choses. Un, à sécuriser, parce qu'on voit que l'équipement est alimenté, mais ça peut aussi servir à avoir simplement l'information du débit ou des constantes de l'équipement. Voilà. Et donc, ainsi de suite, on va enchaîner, on peut éviter, on peut apposer des objets qui permettront également de comprendre où on doit aller, pas aller, parce qu'on va désambiguïser l'action de l'utilisateur. Est-ce que je dois tourner cette vanne? Oui, ben, j'ai 3 vannes, c'est celle du milieu, mais bon, est-ce qu'on est bien sûr? Des fois, ça peut être dangereux. C'est de donner tous les éléments qui vont permettre d'aider l'utilisateur et de l'accompagner. Autre intérêt, c'est de faire du guidage. Vous voyez ici, je mets ma main droite devant le casque, il va me présenter toutes les opérations. Si je clique sur l'opération de manière virtuelle, comme un GPS, j'ai une flèche qui va me montrer la distance et l'orientation et qui va me guider parce que parfois, sur un lieu complexe, eh bien, les équipements ne sont pas toujours au même endroit.
Aujourd'hui, notre prototype n'intègre pas encore l'ajout de maquettes. On travaille sur comment on peut envoyer des maquettes sur donc là, il y a des problématiques de format pour pouvoir adresser des casques de réalité augmentée, pour pouvoir envoyer les maquettes et pour pouvoir les mettre à disposition virtuellement du technicien sur le terrain. Et nous sommes en train également d'intégrer notre propre outil de téléassistance intégré à la GMAO, donc pour pouvoir permettre d'appeler des experts à distance. Et on va pouvoir évidemment partager des symboles. L'intérêt de développer notre propre outil de téléassistance, plutôt que d'utiliser des outils déjà existants, c'est de pouvoir les associer au contexte de l'intervention et que l'activité qui est passée en téléassistance, le chat qui peut être mis en place, les éléments vocaux, les photos qu'on pourrait prendre durant l'acte technique, on va évidemment les stocker sur l'intervention. Voilà, c'était une autre. Alors ici, on est encore par rapport à l'IoT qui est déjà une plateforme mature avec des projets clients. Ici, on est plus en prototypage, mais c'est quelque chose, c'est des technologies qui sont relativement intéressantes parce que relativement proches finalement. On a l'impression que c'est assez loin, mais c'est relativement proche. Et ce sont des choses qui vont arriver de manière standardisée, je pense, sur les 2 années à venir. Mais par contre, on est déjà capable de déployer des prototypes, de les expérimenter dans différents secteurs d'activité, y compris l'hôpital. Karl Berger-Levrault, je serai court pour laisser quelques minutes, évidemment 10 minutes pour les questions. J'avais prévu peut-être un peu plus court, mais je vais accélérer. Nous sommes éditeurs de GMAO. Historiquement, vous voyez, on se transforme de plus en plus vers un éditeur logiciel de plateforme avec pas uniquement la GMAO, mais la gestion complète des actifs avec sa dimension graphique, sa dimension temps réel. Nous sommes un acteur historique, environ 150 personnes, aujourd'hui basé à Limonest, près de Lyon. Et nous faisons partie du groupe Berger-Levrault, qui est un éditeur reconnu en France, puis qui fait partie des 12 plus gros éditeurs français, qui a d'autres activités, d'ailleurs, y compris dans la santé. Et donc, ce qui nous donne aussi les moyens aujourd'hui d'aller expérimenter tout un volet d'innovation. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez pu voir des écrans de carte source, notamment l'outil de GMAO, nos outils mobiles, entre autres, et puis l'ensemble des services que nous apportons. Voilà, j'ai essayé de faire bref sur la fin pour laisser du temps, vu que j'étais un peu plus gourmand que d'habitude. Alain, il nous reste une dizaine de minutes, je pense, pour échanger. Super, merci. Merci de cette intervention et de cet exposé. Je vais lancer par rapport à ce qui a été chatté. Alors, il y a eu quand même 2 temps dans l'exposé. Il y a la plateforme IoT, enfin, hormis la partie un peu transversale, la plateforme IoT et puis ensuite la maintenance augmentée. Sur la plateforme IoT, si je peux me permettre de résumer peut-être un peu maladroitement, mais en tout cas, il y a des questions autour de la cybersécurité et autour des données qui peuvent transiter sur cette plateforme et entre les différents éléments. Vous pouvez nous rassurer là-dessus? Alors, évidemment, c'est un élément qui, il y a quelques années, on se souciait assez peu de la sécurité, même si on a toujours un peu pensé. Mais là, c'est vrai que depuis quelques années, les cyberattaques, on est bien passé pour en parler, puisque nous-mêmes, on a fait l'objet d'attaques. Et donc, on est considérablement sensibilisé aujourd'hui à ces approches de sécurité des données. Plusieurs choses. Alors, évidemment, l'accès à ces données se fera via des protocoles et des approches sécurisées. Hein. Nos outils font l'objet de contrôle par des organismes indépendants qui vont mesurer la sécurité de nos infrastructures pour pas qu'on soit en capacité d'aller pirater ou que les données qui seraient stockées puissent être piratées de l'extérieur, évidemment, ou qu'on puisse se servir de ces moyens ou de ces protocoles pour rentrer dans l'entreprise elle-même ou dans l'hôpital lui-même. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qui font partie de l'ADN de la plateforme et sur lesquelles nous avons, en plus de l'objectif fonctionnel et technique que l'on vise, c'est quelque chose qui est tout juste indispensable et je comprends les remarques des participants et là-dessus, bah, c'est vrai, évidemment toute notre expertise du groupe qui nous apporte notre RSSI, nos acteurs et aussi des audits indépendants qui nous permettent de garantir qui nous permettront de vous garantir la sécurité d'accès aux informations, que ce soit pour CarSource d'ailleurs ou pour
pour l'IoT dès le moment où ils sont dans le cloud. Ou même quand ils sont hébergés chez vous. Parce qu'à partir du moment où BL Predict là, est on cloud, ça veut dire que nos informations, elles sortent de l'établissement en fait, elles sortent du système. Elles transitent chez vous dans un lieu qui, vous le dites, est sécurisé, c'est ça? Tout à fait. Alors en plus, bon, tous nos data centers et toutes nos architectures sont basées en France, donc sont déjà elles respectent un certain nombre de qualifications, ISO 27001. Il y a un certain nombre de garanties qu'on va apporter dans où sont stockées les données et comment elles sont protégées. Mais oui, vous avez raison, aujourd'hui, ces données-là, pour bénéficier des algorithmes et des moteurs d'intelligence artificielle, elles ont besoin d'être stockées, pas parce que nous, on en a un usage, hein, on ne fait pas d'usage de ces données-là, on n'est pas du tout dans une approche type Google. Par contre, c'est simplement pour bénéficier des puissances de calcul qu'on pourrait simplement proposer à nos clients. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension-là, mais vous avez raison, les données transitent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les objets étant communicants, du coup, il y a aussi de toute façon intrinsèquement des questions qui se posent sur le fait que on ait accès ou pas, que les outils sont habilités à accéder à ces objets communicants. Là aussi, il y a toute une part qui est liée aussi au matériel pour assurer que quelqu'un ne vient pas prendre de l'information de manière indue. Après, on ne vient pas piloter l'équipement, hein, donc il y a quand même une limitation, c'est on n'est pas dans une mode supervision qui est actionneur. Hein, on ne vient pas couper une vanne à distance. Le risque, c'est un risque de mal utilisation des données ou c'est un risque d'intrusion, mais il n'y a pas de risque d'actionneur. Hein. On n'est pas comme une supervision où on va pouvoir couper la pompe ou agir sur l'équipement lui-même. Là, on n'est pas aujourd'hui, on est vraiment dans une captation des données pour une analyse et une transcription du fonctionnement du système. Mais oui, Ok. c'est une préoccupation qu'on a. Vous avez tout à fait raison. Et elle sera de plus en plus forte, en tout cas, dans les années à venir. Comme le temps tourne, sur la deuxième partie, je vous laisserai lire. Il y a un beau témoignage de Frédéric Hamon qui, au CHU de Nantes, expérimente la réalité augmentée aussi. Alors, j'ai pas compris si c'était avec vous ou si c'est avec un autre fournisseur. Frédéric? Ah, c'est moi qui dois donner la parole, c'est ça? Bonjour à tous. Non, c'est avec CarSource, avec Monsieur Tsuselo. On a donc fait un D'accord. cas sur la réalité augmentée, sur la stérilisation centrale. Ok, très bien. J'ai une question sur cette partie-là. J'ai pas bien compris, mais comment parce qu'en fait vous dites que c'est pas forcément relié à une maquette issue d'un projet BIM initialement, quoi. Donc en fait, comment vous initiez le système qui permet de repérer ensuite les équipements qui sont installés? Alors, simplement que ce volet-là n'est pas encore implémenté. C'est bien un volet qu'on va souhaiter apporter en complément. Aujourd'hui, les cas d'usage que nous avons adressés, c'est pousser des gammes de travaux complexes, de maintenance complexe, sur le terrain. La dimension 3D, c'est une dimension qu'on doit ajouter, qui n'est pas, d'ailleurs vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, on ne l'a pas encore mis en place, pour apporter le modèle 3D sur le terrain. Là aujourd'hui, c'est dérouler un processus de maintenance avec des gammes, des images, mais pas de 3D pour l'instant. Mais l'intérêt, c'est de venir greffer la 3D rapidement dans les années à venir, dans les mois à venir. Ça fait partie des cas d'usage complémentaires que l'on souhaite adresser. Et pour ça, aujourd'hui, on commence à avoir, c'est le cas d'ailleurs au HCL, hein, on commence à avoir des modélisations et on cherche à voir comment on va pouvoir les emmener sur le casque en transitant par le smartphone, sachant qu'on a des problématiques de taille, de volume, et donc il faut qu'on trouve les moyens de transformer une maquette complexe, j'ai envie de dire, avec toutes les informations, en quelque chose de plus adapté qui peut être utilisé sur le terrain avec simplement en mid-air, hein, c'est-à-dire avec des gestes. Et donc, il y a toute une réflexion en même temps qu'on voit ce prototype,
En fait, il y a toute une réflexion sur la façon dont on manipule les objets virtuels. Là, je pense que M. Hamon du SAGU Nantes qui ont pu essayer, expérimenter, se rendent compte de toute la réflexion qui existe et il y a tout un pan de travail aujourd'hui de conceptualisation, de mise en place de ces technologies, ce qu'on appelle les interfaces intangibles, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens physique. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour la partie 3D, comment on peut amener tout ça sur le terrain. Ce n'est pas encore fait, mais c'est un objectif de pouvoir se dire comment on peut amener ces technologies-là sur une tablette, pourquoi pas, mais comment on pourrait le faire aussi sans interface physique, sans objet physique. Parce que je crois que ce qui nous intéresserait quand même dans le cadre d'une maintenance corrective, donc une intervention en urgence sur une partie, c'est de connaître aussi les incidences que peuvent avoir la coupure de tel ou tel organe sur le réseau, quoi. Donc la vision complète de l'installation, avec notamment, je pense aux vannes de coupure, mais il y a sûrement d'autres éléments, notamment l'électricité. Cette partie-là aujourd'hui donc n'est pas formalisée, mais ça pourrait être une extension. Exactement, c'est ce que j'avais noté dans les cas d'usage, qui est la vision des réseaux. Comment on lui apporte cette vision au réseau parce que souvent, quand on parle de voilà, l'exemple que vous prenez, on comprend l'incidence, c'est bien parce que c'est des objets qui interagissent les uns avec les autres. Et donc, il faut qu'on voit comment on va modéliser, comment on modélise ces systèmes et comment on les rend facilement interactifs sans qu'ils soient obligés d'aller choisir des classes d'objets. Vous voyez, donc il y a toute une réflexion pour transformer, quand on dit maintenance augmentée, c'est bien ça, c'est appliquer une technologie qui est de la réalité augmentée, mais comment on la rend utilisable par les acteurs sur le terrain dans un contexte métier particulier, parce qu'on ne fait pas de la réalité augmentée en général, non vraiment. Et vous avez le cas d'usage que vous décrivez, c'est un des cas d'usage qui n'est pas aujourd'hui implémenté, mais sur lequel on continue à travailler et qui peut être l'intérêt de la maquette en réalité augmentée. Ok, et cette maintenance augmentée, vous l'avez expérimenté pour l'instant? Pour l'instant, comme j'expliquais, c'est de l'expérimentation parce que évidemment il nous faut des mises en pratique. Hein, c'est pas toujours facile de se rendre compte. Là, il y a des casques. En plus, on est sur une approche avec du casque, donc qui dit casque dit faut que les personnes acceptent de mettre un casque sur la tête, de se rendre compte de ce que ça peut avoir comme effet. Voilà, donc aujourd'hui, on est un petit peu, pour moi, je vais faire un parallèle hasardeux, mais je vais le tenter quand même. Il y a 10 ans en arrière, il y a 12 ans en arrière, quand on a lancé les smartphones pour faire des comptes rendus ou de l'activité technique ou d'avoir de l'information sur le terrain, bien, il y a eu une période pendant laquelle il a fallu convaincre, il a fallu essayer, il a fallu compléter les cas d'usage pour donner la valeur. Eh bien, aujourd'hui, on est un peu dans cette approche-ci où aujourd'hui, on essaye de voir si cette technologie, en complétant les informations disponibles, peut adresser plusieurs cas d'usage réels, concrets, pour les acteurs, là, du coup, les acteurs de la maintenance hospitalière. Et donc, tout comme l'IoT, sur ce genre de technologie, et effectivement, nous avons eu l'opportunité de l'expérimenter au CHU de Nantes et j'en profite pour les remercier de leur accueil et des tests qu'on a pu faire avec des techniciens. C'est intéressant de voir si, à travers votre intervention, alors, il y a d'autres cas, la maquette, mais peut-être d'autres que vous visualisez et que vous voudriez expérimenter. Là, aujourd'hui, Carl est tout à fait ouvert à ce genre d'expérimentation en travaillant avec nos clients ou avec des acteurs qui ne sont pas nos clients, mais qui sont intéressés par ces technologies-là, pour leur montrer concrètement, et nous, on apprend et on essaie d'améliorer la réponse que l'on peut donner pour atteindre des valeurs qui seront demain, peut-être, je l'espère, des produits beaucoup plus répandus et beaucoup plus utilisés. L'idée ici, c'est pas qui sont aboutis, mais des choses qui sont en construction et qui peut-être feront partie des outils de demain ou d'après-demain pour vous. Ça vous laisse et ça nous laisse des perspectives relativement intéressantes.
Voilà, 17h32. Ben, écoutez, merci à tous. Merci Laurent. Et puis ben, à très bientôt sur notre canal. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci Alain, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, et bonne soirée et à bientôt. Merci, à bientôt. Laurent, vous restez? Oui, oui, je veux bien. Peut-être que du coup, on va regarder si on a bien, s'il y a des questions qu'il faut répondre s'il faut apporter des compléments de réponse aussi. Tout à fait, comme ça. Attendez, on va attendre que tout le monde soit parti. Bon, ben alors, je m'en vais. Bientôt, Bruno. En tout cas, c'était très intéressant. Un peu conceptuel parfois pour les non-professionnels, mais très intéressant. Ah, moi, je trouve la dernière partie, là, ça ouvre des horizons relativement intéressants avec son casque, de pouvoir aller en maintenance et pouvoir suivre. Si en plus il sait ce qu'il coupe au fur et à mesure, ça, je trouve ça très intéressant. Hein. La partie IoT connectée avec de l'IA, de toute façon, bientôt ils seront indissociables les deux, ça ouvre aussi de très belles perspectives. J'ai pas très bien compris l'économie faite à votre siège, mais je pense que elle est sûrement non négligeable. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas. En tout cas, merci Oui, et sans bonne problème. soirée à vous tous. Merci. Au À revoir. plus tard. Merci pour votre intervention. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, moi, je suis convaincu que alors, nous, on reste un bâtiment, là, c'est un bâtiment de 3000 personnes, hein. Mais je suis certain que sur les structures dont vous avez la responsabilité, il y a des choses à proposer et à travailler dans le contexte comme un acteur qui veut se spécialiser sur l'IoT lié à la maintenance, et pas de manière générique. Je crois qu'il va falloir qu'on rouvre un sujet là-dessus. Bon, ce coup-ci, je vous quitte. En tout cas, belle journée, à bientôt. Au revoir. Alors, vous avez les chats sur le coup. Alors, je sais pas, Renou Jacques et Alexandre. Oh, bref. Et vous aviez des questions d'Anis Benbrahim que j'ai pas repris parce que je crois que c'était vraiment du détail. Donc peut-être que, vous voyez, vous les avez les chats sur le côté? Oui, je vois, est-elle une plateforme interopérable de plusieurs éléments, par exemple, les équipements peuvent être intégrés Comme vous avez dans le sur mail, réseau. vous pouvez peut-être lui répondre par mail, non? Oui, en fait, ce qu'il faudrait, Vous c'est le connaissez? alors je sais pas. Il est en je sais pas Tunisie. Hein. Ce que je sais pas, c'est comment récupérer la liste. Il a dû s'inscrire. C'est vous qui l'avez sur les inscriptions? Non, mais la liste des questions. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas comment je sais faire. Vous l'aurez sur le film, je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Arrêtez.